J'étais tout gamin à la période adéquate et ma progression pour la résistance est venue par des moyens plus ou moins avouables, puisque mon numéro un, ça a été l'exode. On vous a parlé de l'exode, c'est-à-dire l'évacuation, puisque en me présentant, j'ai oublié de vous dire que je suis de la région parisienne, de la Seine-et-Marne. Je suis né à Montereau, en Seine-et-Marne. Mais l'évacuation, au lieu de se faire directement sur la Bourgogne, s'est fait malheureusement par la Loire. Pour la bonne raison, c'est que les éléments de guerre fonctionnaient à plein régime. Et donc on ne pouvait pas prendre les routes directement. On nous a détournés sur la Loire. Donc après, en arrivant sur la Loire, on a eu des gros soucis. Pour la bonne raison, c'est que le fameux front élastique de nos techniciens de l'armée de l'époque avait fait un deuxième front pour barrer avec la Loire. Donc il fallait faire sauter les ponts, ou tout au moins les rendre difficiles à progresser. Et quand on est arrivé sur la Loire, on a été interdit de passer pour la bonne raison, c'est que le génie commençait à miner les ponts pour les faire sauter. Donc il y a eu un rassemblement des gens qui arrivaient de la région parisienne et d'autres d'ailleurs, puisque tous les gens du Nord étaient descendus pratiquement en descendant en direction du Sud, à la cadence où les Allemands progressaient sur le sol français. Tout le monde se fuyait comme des lapins et nos troupes avec. Dans la nuit, en plus, les avions italiens à l'époque, en escadrille de 3 d'ailleurs, mitraillaient tout ce qu'ils pouvaient à l'abord des ponts. Pour la bonne raison, ils protégeaient les ponts pour que l'armée allemande puisse traverser les ponts plus rapidement. Et une après-midi, les avions sont revenus, mitraillés. Bon, tout le monde allait à droite, à gauche, dans les fossés, dans les petits bois qu'il pouvait y avoir. Et à un moment, j'ai été séparé de mes parents par la mitraillage. Et quand je me suis relevé, mes parents, ils n'étaient plus autour de moi. Donc j'ai suivi un peu à droite, à gauche. Et finalement, je me suis retrouvé assis sur une borne et puis attendre que mes parents me retrouvent. Malheureusement, je vous dis tout de suite, je ne les ai pas revus que 2 ans après. Et mon père, avant de partir, nous avait dit, si on se perd, il faut avoir à la pensée qu'il faut rejoindre la maison de la grand-mère. Et je connaissais donc la maison de la grand-mère pour la bonne raison, c'est que tous les ans, aux vacances scolaires, j'allais passer mes 2 mois de vacances chez la grand-mère, donc je connaissais bien l'endroit où c'était, donc à côté de Chalon-sur-Saône, à 9 km de Chalon-sur-Saône. Et mon père m'avait dit, si on se perd, on se retrouve tous là-bas. Donc dans la nuit, enfin plutôt sur le matin, quand on voyait un peu le jour, j'ai pris mon carton, je l'ai mis dans ma poche, et puis je suis parti avec une petite musette que j'avais, que mon père avait préparée, avec une couverture, un bidon, un quart de soldat, puis 2-3 des biscuits de soldats à l'époque. Quand tu le trempais dans l'eau, ça te faisait 1 kilo de manger. Tu te le mettais dans l'estomac, tu n'avais plus faim. Et donc, je suis reparti sur la route en demandant à 2 ou 3 personnes la direction de Chalon-sur-Saône. Arrivé à Chalon-sur-Saône, comme je vous ai dit, j'allais tous les ans passer mes vacances scolaires chez la grand-mère, donc je connaissais parce que tous les vendredis, la grand-mère et la tante qui étaient là rassemblaient tout ce qui pouvait être vendable et allaient au marché de Chalon-sur-Saône, au pied de la cathédrale de Chalon-sur-Saône, vendre les 2-3 choses que pouvaient se vendre, les fruits, les légumes, du poisson, puisque on était au bord de Saône. Et mon oncle et ma tante avaient loué les parties de pêche
Les parties de pêche, c'était des lots sur 2 kilomètres, je crois, de chaque côté de la maison. Et ils vendaient le poisson en surplus. À l'époque, le poisson était intéressant puisque ça manquait d'alimentation aussi bien en zone occupée en zone libre. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la maison de la grand-mère était en zone dite libre, c'est-à-dire c'était au bas de la maison que la ligne de démarcation commençait, c'est-à-dire que la partie allemande était en face. Et en face de la maison, c'est la plaine de la Saône, qui est inondable, donc complètement désertique, où quelques buissons, où les cultivateurs faisaient paître leur bétail, ce qui était intéressant par la suite, puisque mon rôle après a été de traverser cette fameuse ligne de démarcation avec des gens plus ou moins d'époque, ce qu'on appelait éventuellement de temps en temps prisonniers de guerre, terroristes, tout ce que vous voulez de l'époque. Bon, donc à partir de là, j'étais résistant et j'allais dans les maquis et surtout je récupérais des gens qui venaient de l'extérieur, qui avaient des réunions de comment sur parce qu'un réseau complet de chez nous avait 4 départements ou 5 départements. Donc il y avait des gens qui ne connaissaient pas les régions, donc il fallait des réunions étaient relativement pas constantes, mais il y avait au moins une réunion par mois de tous les responsables des régions pour commencer à préparer le débarquement. Si on nous a parlé du débarquement pendant 3 ans avant, où on croyait toujours que c'était pour le lendemain. Et à ce moment-là, il a commencé à avoir des gens de plus en plus. Le STO nous a amené énormément de monde, donc il fallait les emmener à des endroits différents. Donc comme je connaissais la région un peu comme ma poche, sauf que j'avais oublié de savoir lire et écrire, ou tout au moins ce qu'il aurait fallu. Par contre, démonter un parabellum, une mitraillette, mettre des grenades en piège, ça, j'en connaissais un drôle de rayon. Là. Enfin, ça c'était... Et j'allais donc dans les maquis où je restais une journée, 2 jours. Des fois, je ramenais quelqu'un qui venait d'être amené par les avions d'Angleterre, pour les ramener en ville, qu'ils reprennent le train sur Paris ou Lyon ou Dijon, surtout sur Lyon, puisque Chalon-sur-Saône est à 104 km de Lyon. Et de là, bon, j'ai eu une mission un peu plus importante. Il y a mon chef de recrutement qui m'a mis comme estafette à ses dépens. Donc, je l'ai vu qui repassait devant mon établi, que j'étais en train de réparer des vélos. Il m'a dit on va sur Chalon, il y a notre chef militaire qui a disparu hier soir et on n'a pas de nouvelles, il faut absolument qu'on sache où il est, parce qu'il avait donc 5 maquis à son commandement, donc s'il l'avait fait parler, ça aurait été grave. Et nous sommes partis donc sur Chalon-sur-Saône, où là, on a vu notre chef avait été arrêté la veille avec sa secrétaire, et puis deux gars de département. Donc ils avaient été arrêtés la veille. Donc il y a eu un mouvement de foule sur la place de la gare de Chalon-sur-Saône, où il y avait une petite astuce, c'est que les jeunes femmes et jeunes filles, puisqu'il n'y avait que ça, éventuellement, puisque les hommes étaient prisonniers ou presque, quand il y avait un mouvement comme ça avec les gars en imperméable à ras des genoux passaient, ou les gendarmes allemands avec leurs grosses plaques qui cherchaient quelque chose, avaient comme... ça a été instinctif de chanter un refrain de militaire, par exemple. Et on a entendu fredonner la main de Delon. On s'est regardés tous les deux, on s'est séparés, comme bien entendu. Mais la séparation n'a pas été longue, parce que j'ai senti un coup derrière le crâne
Et je me suis réveillé à l'hôtel Terminus de la place de la gare de Chalon-sur-Saône avec les menottes aux mains et les menottes aux pieds, dans une mare de sang, parce qu'ils m'avaient chatouillé avec leurs chaussons. Le chausson, vous savez, les chaussons qu'ils avaient des bottes là, qui fait mal. J'avais le menton qui avait lâché, puis j'avais des côtelettes qui me semblaient bizarres. Et puis il y avait un gars au-dessus de nous, en chemise blanche, qui était en train de nous verser un seau d'eau. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que mon chef était à 2-3 mètres de moi sur le carrelage aussi, en piteux état aussi, sinon plus que moi. Et ils ont commencé à nous matraquer en nous parlant de terroristes. Alors, c'est pour ça que le mot terroriste, je connais. J'y ai fait un petit stage. Et là, ça a duré quelques temps et on nous a embarqués dans une voiture et on nous a emmenés dans les caves de la Gestapo de Chalon-sur-Saône, où là, malheureusement, on est passé à d'autres stades de la bagarre, parce qu'on était accrochés à des crochets de boucher, les crochets avec les tourniquets, dans une pièce. Et il passait un tas de monde devant nous, tu connais pas, tu connais. Et bon, ça, on est resté là X temps, parce que le jour et la nuit, c'était pareil. Donc, et bon, faire ses besoins, c'était sur place, hein, accroché, pipi pareil. Donc, les odeurs étaient bien. Et puis, il y en a toujours un qui te chatouillait, soit avec un fer rouge ou dans les presses, les doigts, où ça éclate. Et ça a duré quelque temps, jusqu'à temps que je me retrouve dans une cellule dans le noir, en béton, avec un lit en béton. Et ça a duré 2-3 jours, et on a remis ça jusqu'au jour où on est passé dans un bureau où c'était assez bizarre, parce que le monsieur parlait français mieux que moi, il n'avait pas de mal. Il était là depuis 10 ans à la préfecture d'Autun. Il était marié avec la fille du président du conseil des avocats. Il y avait une dizaine d'années qu'il était là. Il était officier SS allemand, tout simplement. Et donc il commandait la commandanture pas la commandanture, les SS de Chalon-sur-Saône. Et là, on a appris qu'on avait été condamné à, je ne sais plus combien, à 10 ou 20 ans de prison, et puis à la déportation éventuelle.